BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Ahmed Laouej, qui est bourgmestre de Koekelberg, mais aussi et surtout président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Bonjour Ahmed Laouej, merci d'être avec nous. D'abord une première question d'actualité. C'est le journal L'Écho qui annonce ce matin qu'il y a peut-être une difficulté insoupçonnée dans l'idée de proposer la gratuité pour les moins de 25 ans dans les tarifs de la STIB, parce que ça pourrait compliquer la déduction de TVA dont jouit la STIB jusqu'à présent. C'est un contretemps, c'est une difficulté juridique, ou ça peut remettre en cause ce programme qui est notamment voulu par le Parti socialiste? Non, l'objectif reste clair, c'est la gratuité. Évidemment, les choses doivent pouvoir se faire en tenant compte du cadre légal, notamment le cadre légal fiscal, et puis d'un autre côté aussi certains aspects budgétaires. Les aspects budgétaires sont réglés, et maintenant il y a évidemment un travail qui se fait au sein du gouvernement avec des équipes qui sont mobilisées pour trouver une solution qui permettra d'assurer une sécurité juridique et budgétaire. Ça veut dire qu'on ne renoncera pas à la gratuité pour les moins de 25 ans à la STIB. Théoriquement, c'était prévu pour septembre. On pourra tenir le délai? Oui, c'est ce qui figure dans l'accord de gouvernement. On s'y tient. La question qui se pose, c'est en effet de voir s'il y a, comme vous le soulignez, des contraintes, notamment des contraintes de nature fiscale, qui viennent d'un autre niveau de pouvoir, le niveau de pouvoir fédéral, avec lequel il faut évidemment pouvoir composer. Et en fonction de ça, nous verrons jusqu'où nous pourrons aller, mais l'objectif est d'aller le plus loin possible. Ouais. Je continue un petit peu sur ce thème quand même, Ahmed Laouej. Je constate que vous êtes un grand spécialiste de la fiscalité. C'est un dossier que vous avez suivi depuis très longtemps pour le Parti socialiste, notamment au Parlement fédéral. Ça veut dire qu'il va falloir que la STIB prenne langue avec l'administration fiscale pour avoir une sorte de préaccord, ce qu'on appelle du ruling fiscal, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises nouvelles. C'est ça la solution ? Mais comme vous le soulignez, je m'intéresse à ces sujets depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est une option. L'option, c'est un contact préalable. D'autres options peuvent exister, comme un aménagement de la mesure pour pouvoir être dans les clous. Et c'est ce sur quoi le gouvernement est en train de travailler. Ouais, l'aménagement, ça veut dire que ce ne serait pas tout à fait la gratuité, mais qu'on proposerait un tarif très préférentiel au moins 25 ans ? C'est prématuré parce que dans la composition du prix, il y a toute une série d'éléments qui entrent en considération. L'objectif, je le répète, c'est évidemment de pouvoir rendre l'accessibilité à la STIB le plus facilement possible, autrement dit d'avoir les conditions qui soient les plus larges possibles, d'aller vers la gratuité, mais en même temps, comme vous le dites, il y a des contraintes légales, budgétaires, financières, et en même temps aussi un accord de gouvernement qui est particulièrement clair sur les objectifs. Alors, manifestation de taximens et d'automobilistes ce matin. On a bien compris que les questions de mobilité, ça a continué de crisper une partie des Bruxellois. Je voudrais qu'on s'intéresse aux taximens. Alors, il y a la manifestation ce matin qui est sur la politique de mobilité en général et de la zone 30 en particulier. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur ce qui se passe vis-à-vis de Uber. Est-ce que Rudy Verwoerd, ministre-président bruxellois, a eu raison de durcir le ton vis-à-vis d'Uber? Et est-ce qu'à l'avenir, ça veut dire que des plateformes de ce genre-là, il y a Uber, il y a Hitch, il y en a d'autres, n'ont pas leur place à Bruxelles? Alors, je soutiens totalement l'action Verwoerd, cela va sans dire, et Rudy Verwoerd applique la loi. Ce qu'on attend de l'exécutif dans le cadre de notre organisation institutionnelle, c'est que l'exécutif exécute les ordonnances. En l'occurrence, cette ordonnance qui a été votée par le Parlement bruxellois ne trouvait pas à s'appliquer parce qu'il y avait un certain nombre de controverses juridiques qui ont été levées, parce que la Cour d'appel est particulièrement claire. Donc ce que fait Rudy Verwoerd, c'est simplement appliquer la loi, et je ne comprendrais pas qu'un ministre, quel que soit le niveau de pouvoir d'ailleurs, n'applique pas la loi. Ce serait quelque chose d'antidémocratique. Pour le reste, il faut évidemment pouvoir tenir compte de la situation des travailleurs qui malheureusement se sont laissés embrigader dans le système Uber. J'observe qu'il y a des propositions de contrats de travail qui émanent du secteur du taxi. Donc là, je salue d'ailleurs cette initiative, plusieurs centaines de contrats de travail. Mais d'un autre côté, on ne peut pas permettre à Uber, multinationale qui est connue par de multiples faits de fraude sociale, fiscale, de continuer à mettre en œuvre un système qui est reconnu comme frauduleux par une cour d'appel. Ça n'est pas rien. Et d'un autre côté, je crois qu'on doit aussi se rappeler que ce tsunami qui est arrivé à Bruxelles avec Uber a plongé dans la précarité des milliers de taximens. Et il ne s'est pas trouvé grand monde à l'époque pour s'en soucier. Nous avons mené le combat précisément de la lutte contre ce dumping social, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, ce combat aussi contre une multinationale qui n'a strict aucun scrupule, et en même temps de pouvoir rappeler que comme socialistes, nous sommes très attachés au droit du travail. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'emplois à pouvoir dans le secteur des taxis, j'ai bien entendu ?
Ah, c'est ce que le secteur du taxi a annoncé. Je l'ai vu à différents endroits. Il propose plusieurs centaines de contrats de travail pour les personnes qui aujourd'hui, malheureusement, sont maltraitées dans le système Uber. Je rappelle aussi qu'au niveau fédéral, l'ONSS a rendu une décision dans un litige en considérant qu'il s'agissait d'une fraude sociale, qu'il s'agissait en réalité de faux indépendants pour un certain nombre d'entre eux qui, malheureusement, à nouveau, là, se mettent en dehors de la législation sociale. Donc, autrement dit, pour l'ONSS, ce sont des contrats de travail. Et Uber, de ce point de vue, profite aussi d'un certain nombre de failles. Mais je rappelle, ce qui est important pour nous, c'est le respect de la légalité. Oui, mais ça veut dire que si Uber venait à respecter la légalité et notamment la notion de déclaration d'emploi salarié, on pourrait quand même les autoriser ou pas? Ah, ils doivent aussi respecter le cadre de l'ordonnance bruxelloise, c'est-à-dire qu'ils doivent s'inscrire dans le métier de la limousine. Le métier de la limousine, ce n'est pas le métier du taxi. Donc, au fond, le cadre légal, c'est d'abord le choix du métier du taxi ou le choix du métier de la limousine. Ça obéit à des règles différentes. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que tant qu'Uber... Ça veut dire que tant... choses erronées sur les applications, ouais, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Les taximans recourent aussi à des applications numériques. Et c'est très accessible, d'ailleurs. Certaines sont très conviviales. Attendez, ça veut dire que tant que Uber permettra à ses chauffeurs et à ses clients de faire appel à une voiture de manière quasi instantanée, ça va être compliqué parce qu'ils sont dans la même réglementation que les taxis. J'ai bien compris. C'est précisément ce que dit la Cour d'appel, c'est-à-dire que c'est une fraude à la loi, si vous voulez. Donc Uber a mis en place un système frauduleux qui lui a permis de contourner de manière tout à fait inacceptable, selon moi, l'ordonnance qui distingue bien les deux métiers, le métier du taxi et le métier de la limousine. Le métier de la limousine, c'est des contrats préalables, c'est une durée de 3 heures minimum et c'est l'impossibilité, en effet, de prendre des courses de manière instantanée et au vol, si je puis dire, ou à la volée, plus exactement. Et c'est exactement ce que dit la Cour d'appel. Uber a mis en place un système frauduleux. Vient se greffer là-dessus des éléments de fraude sociale. Ça, c'est des discussions que nous aurons aussi au niveau fédéral, puisque l'ONSS dit attention, ça doit de toute façon être des contrats de travail, parce qu'il y a ce qu'on appelle un lien de subordination, c'est-à-dire autorité, contrôle et surveillance d'un travailleur sous l'autorité, le contrôle et la surveillance d'un employeur, parce que Uber impose ces conditions, et c'est la raison pour laquelle, à juste titre, l'ONSS considère que c'est un contrat de travail. Que répondez-vous à vos adversaires politiques qui disent le Parti socialiste à Bruxelles, il est de toute façon trop lié au secteur des taxis et donc il protège les taximans et c'est un frein à la modernité et à une nouvelle forme de mobilité à Bruxelles? Le Parti socialiste est d'abord du côté du droit du travail et des travailleurs, et ça n'est pas en tolérant du dumping social à Bruxelles comme ailleurs qu'on fera progresser la cause de la justice sociale. Je rappelle par ailleurs que des milliers de taximens ont été plongés dans une forme de précarité sociale et économique quand Uber a débarqué à Bruxelles. Troisième élément, ça n'a strictement vraiment rien à voir avec la dimension d'application numérique ou de modernité, puisqu'il y a des applications qui existent dans le secteur du taxi. J'en utilise quotidiennement, qui fonctionnent très bien, et je n'ai pas de difficulté à considérer que sur ce terrain-là, s'il faut un jour du soutien d'ailleurs public pour renforcer ces aspects d'application numérique, pourquoi pas. Mais ça n'est vraiment pas ça le cadre du débat. Ouais. Alors, je voudrais prendre votre casquette de bourgmestre Ahmed Laouej. Réunion du Conseil régional de sécurité hier qui a décidé de maintenir les mesures en état jusqu'à la fin du mois avec une nouvelle évaluation qui serait le 26 mars. Ça veut dire que notamment le couvre-feu reste à 10 heures en région bruxelloise. Ce sont des bonnes mesures, il n'y avait pas moyen de faire autrement ? Personne ne se réjouit évidemment de prolonger des mesures dont on sait qu'elles sont restrictives de liberté, évidemment. Mais il y a aussi l'impératif de santé publique. Les bourgmestres qui ont défendu l'idée de prolonger en effet les mesures, et en particulier celle du couvre-feu à 22 heures, considèrent qu'il faut pouvoir faire coïncider l'évolution de la vaccination et d'un autre côté l'assouplissement des mesures. C'est-à-dire qu'il faut deux courbes qui puissent se rencontrer à un moment donné, s'épouser si vous préférez, pour faire en sorte qu'au rythme des vaccinations, on puisse aller vers de l'assouplissement. D'un autre côté, il y a des aspects qui sont de gestion de politique publique d'une région, d'une commune, d'une ville, et à savoir, si vous voulez, la manière dont les normes reçues par la population, donc les signaux que l'on adresse. Ça n'est certainement pas le moment de faire du relâchement ou d'encourager au relâchement, parce que justement les chiffres restent quand même inquiétants et interpellants. Moi, je reçois les chiffres tous les jours dans ma commune, et c'est pourquoi nous considérons que l'équilibre, c'est précisément de donner une perspective, un cap, mais en même temps de pouvoir laisser la vaccination le temps de se faire. Oui, mais on a quand même du mal à comprendre que ce soit 10 heures à Bruxelles, alors que si on passe la frontière de la région et qu'on se retrouve en Flandre ou en Wallonie, c'est 22 heures. C'est quoi la
la justification? Charles Piquet l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que nous sommes dans une région qui est densément peuplée, nous connaissons évidemment quelques zones, je dirais, d'espace libre, de verdure, etc. Mais fondamentalement, nous avons une densité urbaine qui est quasi totale. Et donc, comparer la région bruxelloise avec la campagne wallonne ou la campagne flamande, ça me semble... Il y a des grandes villes en Wallonie et en Flandre aussi, hein. Absolument. Et d'ailleurs, nous avons aussi des discussions avec certains de nos homologues en région wallonne qui considèrent aussi qu'ils rencontrent les mêmes difficultés qu'à Bruxelles. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que ceux qui décident de ce qu'il faut faire sur l'ensemble d'une région le fassent à l'aune de l'ensemble de la région. Mais à Bruxelles, nous avons une densité urbaine quasi totale et donc on doit s'adapter en fonction de cette réalité. Alors, une dernière question, Ahmed Laouej. Je m'adresse cette fois-ci au chef de groupe à la Chambre, que vous êtes également. Il y a l'examen de la loi pandémie, qui est donc la loi qui va encadrer à l'avenir la manière dont on gère ces pandémies. En l'état, elle est compatible avec nos libertés individuelles ou pas? Il y a certainement des choses à améliorer, que les choses soient claires. Mais d'un côté, on voulait absolument avoir un débat démocratique le plus vite possible. Donc le gouvernement s'étendant sur un avant-projet de loi, mais un avant-projet de loi qui doit encore aller au Conseil d'État, qui a été soumis à l'autorité de la protection de la vie privée, qui doit également subir, si je puis dire, à un moment donné, le travail parlementaire ordinaire. Eh bien, nous avons organisé, nous, dans un délai record, un certain nombre d'auditions et nous avons travaillé à l'amélioration de ce texte. Et chacun est convaincu que ce texte doit être amélioré pour faire l'équilibre précisément entre l'impératif de santé publique et de lutter efficacement contre une pandémie et d'un autre côté, les démocrates que nous sommes, d'être attentifs au respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'amendements et que le texte de la ministre de l'Intérieur, il ne va pas passer tel quel. J'ai bien traduit. Alors, à ce stade, l'objectif n'est pas de déposer des amendements parce que nous ne sommes pas dans un processus parlementaire ordinaire. Ça viendra en son temps. Nous sommes dans un processus de débat parlementaire avec une valeur ajoutée parlementaire qui doit venir contribuer à améliorer le texte pour précisément préserver l'équilibre entre les libertés individuelles d'un côté, les droits fondamentaux, et de l'autre, l'impératif de santé publique, ce qui suppose qu'on puisse agir avec efficacité et célérité, mais jamais au détriment des libertés et des droits fondamentaux. Voilà, et on aura sûrement l'occasion d'en redébattre à nouveau. Merci beaucoup, Ahmed Laouej. On débattra d'ailleurs demain dans notre face-à-face, donc demain midi sur cette antenne. Merci, Ahmed Laouej. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste.